Vite, puisqu'on a beaucoup parlé, peut-être simplement essayer de mettre les choses en perspective, tant en ce qui concerne les statistiques, la responsabilité du Canada que la mobilisation publique. Pour ma part, je ne pense pas qu'on doive réduire l'évaluation des coûts que représente le recours aux paradis fiscaux de la part des grandes entreprises à des simples estimations statistiques. Il y a une approche qualitative qui prévaut, qui est plus utile pour nous faire comprendre ce qu'il en est des paradis fiscaux. Bien sûr qu'on perd énormément d'argent, parce qu'il y a des milliards de dollars qui, sur un mode hémorragique, fuient le pays, sur un mode strictement comptable, de façon à ce qu'on ne puisse pas l'imposer. Mais ça entraîne d'autres conséquences sur un plan, disons, plus sociologique. C'est-à-dire que pendant qu'on n'impose pas des capitaux qui quittent le pays massivement, on revoit à la baisse le taux d'imposition du capital qui reste ici afin qu'il ne parte pas lui aussi. Donc, par exemple, sur le plan fédéral, l'impôt sur le revenu des entreprises en 1981 était de 38%, il est de 15% aujourd'hui. On a aboli la taxe sur le capital ici. L'impôt sur les revenus en capitaux pour les entreprises a été aussi revu à la baisse au Québec, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un manque à gagner supplémentaire dans le trésor public. On n'impose pas les capitaux qui fuient, ceux qui restent, on les impose moins, et donc à la fin de l'année, on n'arrive pas à boucler le budget. Alors qu'est-ce qu'on fait? On emprunte à des institutions financières qu'on n'impose plus. Et là, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que ce sont les institutions financières qui imposent finalement les contribuables plutôt que l'inverse par la voie de l'État. C'est le service de la dette. C'est qu'année après année, on se trouve en quelque sorte à financer un capital qui nous aide à boucler le budget qu'on n'arrive pas à boucler parce qu'il ne paie pas sa juste part d'impôt. Et après, tout s'aggrave quand on a à payer des tarifs sur les services publics qu'on a déjà financés comme contribuables, on nous fait passer pour clients sans parler de la perte des services. Donc, c'est qualitatif, on pourrait continuer à l'infini. Donc, c'est pas une affaire qu'on chiffre. C'est tout un effondrement des institutions publiques à laquelle on est confronté. L'évitement fiscal et l'évasion fiscale, comment les penser rapidement pour mettre les choses en perspective? D'abord, la plupart du temps, quand un particulier recourt à un paradis fiscal, il le fait sur un mode illégal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, un particulier n'est pas comme une entreprise, il ne peut pas se délimiter et se démultiplier en entités. Un particulier est là où il est. Moi, je suis suffisamment de santé mentale pour savoir que quand je suis à Montréal, je ne suis pas au Belize en même temps, je ne suis pas en train de faire des affaires à Tokyo, mais une multinationale, elle n'a pas à être en santé mentale, elle peut être partout en même temps et faire des affaires en même temps avec elle-même. Bon. Donc, un particulier qui recourt à un paradis fiscal le fait souvent illégalement, c'est-à-dire qu'il omet de déclarer des actifs qui sont inscrits dans un paradis fiscal et grâce au secret bancaire, il n'y a pas d'enquête possible. Et donc, le fraudeur fiscal, qui est le plus souvent, autrement le particulier, compte sur le secret bancaire pour pouvoir délocaliser ses actifs et frauder le fisc. Et donc, pour lutter contre la fraude fiscale des particuliers, qui relève à peu près de 25%, comme le disait Gabriel, il faut faire la lutte au secret bancaire. Et le secret bancaire peut être l'objet d'une lutte diplomatique féroce, parce que les lois qui portent sur le secret bancaire ne portent pas dans les paradis fiscaux sur le territoire où l'autorité publique a des prérogatives, mais sur l'ensemble des pays du monde, sauf ce territoire-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit inversé. Bon, donc il y a lieu de faire la lutte au secret. En ce qui concerne les entreprises, la plupart du temps, lorsqu'une entreprise transfert des fonds dans un paradis fiscal, c'est sur un mode légal, et nous sommes responsables de ces mots-là, parce que le Canada a signé un accord de non-double imposition avec la Barbade qui permet à une entreprise de transférer des fonds à la Barbade, de payer 0,25% d'impôts et de les rapatrier au Canada, et en vertu du traité de non-double imposition, on va dire « j'ai déjà été imposé à 0,25%, c'est dégueulasse, vous n'allez quand même pas m'imposer une deuxième fois », et légalement, les choses passent ainsi. Ça fonctionne ainsi, c'est une coordination. On pourrait parler encore des accords d'échange de renseignements fiscaux. Et bon. Donc, le Canada est responsable de ses propres mots. Et quand je dis que le Canada prétend ne pas pouvoir agir seul, alors qu'il est le seul à ne pas agir, c'est que dans une synergie internationale, on doit comprendre que, d'une part, effectivement, il y a quelque chose comme l'international qui existe, ce sera l'OCDE, ce sera l'ONU, et ainsi de suite, mais l'international n'est pas grand-chose. L'international, cette espèce de fantasme, c'est en fait une synergie mondiale. Et actuellement, les pays agissent seuls.
Les États-Unis ont voté le FATCA pour faire en sorte d'avoir accès à des données bancaires de leurs ressortissants partout dans le monde. C'est efficace, ça marche, c'est même un peu trop efficace à cause des problèmes d'ordre politique qu'on pourra soulever. Mais il y a eu une mesure qui était celle des États-Unis eux-mêmes. La France a voté une loi obligeant les banques françaises de divulguer tout ce qu'il y en est de leurs actifs partout dans le monde, y compris dans les paradis fiscaux, et sur un mode assez contraignant. Et il y a d'autres exemples que je pourrais citer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire agir sur un mode international? Ça veut dire agir en même temps que les autres. Et là, c'est le momentum est présent. Et le Canada pourrait très bien, effectivement, mettre fin à son accord avec la Barbade, en tout cas le revoir d'une manière radicale, et revoir sa réglementation, et revoir son accord de libre-échange avec le Panama, et revoir le partage de son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 autres paradis fiscaux. Bon. En ce qui concerne la mobilisation, effectivement, ce qui fait que nous avançons, c'est que depuis 2000, des organisations, je dirais que la première c'est Oxfam, avec le Tax Justice Network, mais il y en a eu d'autres, des syndicats, des groupes sociaux, ont mis sous pression les gouvernements, ont fait connaître l'enjeu auprès des différentes populations, d'une part, et d'autre part, des journalistes ont fini par comprendre que l'enjeu était d'envergure internationale et ont créé ce consortium international de journalistes d'investigation qui, d'une manière mondiale, sort régulièrement des scoops sur des enjeux offshore pour nous faire comprendre, nous, populations, que cet enjeu-là est d'emblée international et que, justement, ensuite, un chef d'État ne peut pas dire « oui, mais on ne peut pas agir seul ». Les journalistes ont déjà posé la question sur un plan international et elle est déjà en quelque sorte l'objet d'une conscience publique internationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de plus en plus des coalitions se former sur l'enjeu des paradis fiscaux et agir sur un mode non sectaire sur ces questions-là, de manière très ouverte. Il y a le échec aux paradis fiscaux au Québec, par exemple, qui accueille toute organisation syndicale, étudiante, ONG, communautaire, qui fait de la question des paradis fiscaux un enjeu propre, un enjeu qui les concerne. Quand l'État nous dit qu'il n'a plus d'argent, c'est à cause des paradis fiscaux en partie, c'est pour des raisons idéologiques aussi, mais c'est à cause des paradis fiscaux. Et il y a lieu quand on est artiste, quand on est infirmière, quand on est médecin, quand on est investisseur dans une région, quand on est dans une chambre de commerce régionale, quand on est dans le domaine du logement, de la solidarité sociale, de la solidarité internationale, dans le domaine de l'agriculture, de se dire les paradis fiscaux m'affectent et je vais faire partie des chèques aux paradis fiscaux pour que collectivement nous luttions contre le phénomène. Et donc, c'est une affaire collective, c'est une affaire d'association qui, d'une manière multiple et variée, se saisissent du problème. Et cette réalité-là existe partout dans le monde. C'est la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires en France, c'est le Tax Justice Network qui supervise un peu la chose, mais sur un mode très amical et non contraignant dans le monde, et ainsi de suite. Quoi. Bon. Je vous dirais que Échec aux paradis fiscaux, je le mets à disposition, fait ce rapport qui s'intitule « Des solutions à notre portée ». Et c'est un rapport qui visait à indiquer au gouvernement fédéral tout ce qu'il pouvait faire dans l'immédiat pour tout de suite agir sans attendre cette fameuse synergie internationale. Et j'insisterai aussi sur ceci, et là je cite le rapport de Gilles Varin déposé à la commission Godbout, qui a été secondé, je termine vraiment là-dessus, par Marois Risky, qui était candidate pour le Parti libéral aux dernières élections fédérales, donc on ne peut pas la soupçonner d'être proto-indépendantiste. Donc, Larin, Risky et compagnie ont soumis un rapport à la commission sur la fiscalité, là, présidée par Luc Godbout, disant le Québec est déjà souverain en matière fiscale. Le Québec a toutes les prérogatives en ce qui concerne la perception de ses propres impôts. Et le Québec n'a pas, comme dans l'ordre constitutionnel actuel, à respecter les conventions fiscales que le gouvernement fédéral signe avec les paradis fiscaux. Le Québec, d'ores et déjà, pourrait très bien dire à une entité en ce qui concerne la perception de ses impôts, évidemment pas ceux du fédéral, mais de ses impôts, dire à une entreprise, très bien, vous transférez des fonds à la Barbade, mais la convention que vous avez signée avec le gouvernement fédéral ne concerne que le gouvernement fédéral, que sa part d'impôts. Nous, gouvernement du Québec, nous n'avons signé dans l'histoire qu'une convention fiscale, c'est avec la France. Mais les autres pays, eux, échappent à cette logique, et donc nous pouvons vous imposer comme si ces capitaux-là avaient été ici, parce que nous ne reconnaissons pas cette convention signée par Ottawa. On n'a pas à attendre le grand soir, en tout cas sur cette question-là. Et le problème aujourd'hui à Québec, c'est qu'on a eu des gouvernements qui, d'une part, attendaient le grand soir avant d'agir, et d'autre part, un parti qui se présente comme fédéraliste, alors qu'en réalité, il est provincialiste.
Monsieur Sainte-Marie, j'insiste sur le brièvement. Oui. Je vais m'en faire un devoir. Tellement de choses à dire, si peu de temps. Premièrement, au niveau des pouvoirs que Québec a, moi je m'inscris en faux avec mes deux commettants ici. Hein, je ne suis pas d'accord avec leur interprétation qui est que Québec peut avoir ses propres traités fiscaux ou avoir ses propres lois pour lutter aux paradis fiscaux sans que le Canada le fasse. J'ai vu les rapports, entre autres, là, de l'universitaire de l'UQAM qui a travaillé là-dessus. Comme dirait, vu que le temps est limité, comme dirait Yogi Berra, en théorie, ça marche, mais en pratique, non. Puis comme disait Yogi, la différence entre la théorie et la pratique, en théorie, c'est pareil, mais en pratique, c'est pas pareil. Le fait qu'un pays à l'international dise « OK, la province de Québec n'a pas la même loi qu'Ottawa, donc je vais le respecter, puis je vais outrepasser la loi du gouvernement central, c'est de l'ingérence dans les affaires internes d'un pays, puis au niveau du droit international, de mon point de vue, ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas régler le débat ici. Peut-être à la commission à Québec, on pourra en reparler, mais je voulais quand même dire un petit point là-dessus. Je reviens aussi, c'est bien important, Alain est revenu là-dessus, de séparer les deux éléments. Quand c'est un particulier qui place de l'argent dans les paradis fiscaux puis qui le rapatrie, c'est illégal. Ce à quoi le gouvernement s'attaque, là, les libéraux ils ont réinvesti pour ce que les conservateurs avaient coupé. Il faut le faire, ça rapporte de l'argent, mais ce n'est pas là le cœur du problème. Mais à ce niveau-là, il y a une autre chose qu'Ottawa doit faire de toute urgence et que Québec fait, mais qu'Ottawa ne fait pas. C'est à l'heure actuelle, quand on attrape un fraudeur qui a essayé de cacher son argent, c'est quoi sa punition? On lui tape un peu ses doigts, on lui dit « Tu vas, vilain garnement. Tu es allé dans l'île du Mans, tu es allé au Panama, tu vas payer les impôts que tu aurais dû payer. » Rien d'autre. Tabarnouche! Je roule à 120 sur l'autoroute, puis je rase d'avoir 200$ de ticket. Eux autres, même pas 200$ de pénalité, c'est juste paye ce que tu aurais dû payer. Donc, ça ouvre grande la porte à dire, ben, essayez-vous, fraudez, puis le pire qui peut vous arriver, c'est de payer ce que vous auriez dû payer. C'est scandaleux, c'est inacceptable, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change. L'essentiel du problème, c'est les banques qui ont leur argent dans les paradis fiscaux. Juste donner rapidement là, des ordres de grandeur. La Barbade, l'économie de la Barbade, là, le PIB, c'est l'économie de Joliette. Hein, le Grand Joliette, Saint-Charles-Borromée, PNDP. Ça a le même nombre de jobs, mettons, de génération de valeur, tout ça. Pourtant, le Canada met plus d'argent là que dans toute l'Asie puis l'Australie, l'Océanie au complet. Joliette, là? Oui, c'est ça, ça serait le fun, hein, ça serait le fun. Puis, ouais, c'est ça, on a bien du tyran. Bon, évidemment, c'est au Barbade qui s'en met plus là que dans toute l'Asie puis l'Océanie, en termes du Canada, 15 fois plus qu'en France. Donc, c'est scandaleux, ça n'a pas de bon sens. Bon, les banques, le Québec, là, il y avait beaucoup de solutions bien intéressantes. Desjardins, il faut les critiquer, c'est critiquable. Ils ont beaucoup, là, au cours des dernières années, abandonné leur rôle de coopérative. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, ils se font un devoir, il n'y a pas une somme dans les paradis fiscaux qui est là. Puis ça, il faut le saluer, puis c'est l'institution première au Québec, là, au niveau de la finance. Donc, ça c'est bon. Puis, encore une fois, c'est le poids, tout le laxisme canadien, à mon avis, vient du poids de Bay Street. Puis, encore une fois, on se fait dicter au niveau des paradis fiscaux. Le laxisme canadien découle directement de là. Donc, il faut régler ça. Puis, je pense qu'en devenant un pays, ça pourrait aussi nous donner plus d'outils pour faire la lutte dans le monde au niveau des paradis fiscaux. Donc, merci. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter avec ce qu'il vient de se dire. Je suis contente de voir qu'Alain Deneau a repris plusieurs des propositions qu'on fait et c'est pas surprenant parce qu'elles ont été prises des écrits que lui a fait. Alors, merci Alain pour les nombreux documents que tu fournis, clairs, faciles à comprendre et qui nous aident beaucoup dans notre réflexion. Pour ma part, je crois que j'insiste beaucoup sur le fait que
le pouvoir citoyen doit jouer son rôle actuellement. On doit se mobiliser, on doit réagir, et on l'a vu, ça donne des résultats. Écoutez, juste par les manifestations après les Panama Papers, le Premier ministre islandais a démissionné. Je veux dire, il y a moyen de faire des choses si on se met tous ensemble. Et encore une fois, je vous invite vraiment très chaleureusement au Forum social. L'ATTAC va avoir beaucoup d'ateliers sur toutes ces questions, dont les paradis fiscaux, évidemment. Et je pense que ça va être une belle occasion de monter des stratégies citoyennes et qui appuient la stratégie de Gabriel, bien sûr, qui appuie tous les écrits d'Alain qui sont pour nous une source d'informations extrêmement précieuses. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on les utilise pour aller plus loin. Alors, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci, Mme Antonius. Alors, écoutez, si certains ont besoin d'éclaircissement, c'est le moment. On va échanger avec la salle. Je vous demande si vous